Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Quand j'étais jeune réanimateur, j'avais 33-34 ans et j'avais lancé pour la première fois la circulation extracorporelle pour la première fois avec succès. Je me suis dit, bon, pendant une dizaine d'années encore, on va travailler sur de nouvelles techniques. Et puis, il y aura une deuxième technique avec l'état de l'art, et puis troisième décennie avec l'historique d'eux. Et ça, c'est une évolution normale. Bien sûr, je ne vais pas présenter l'histoire du SDRA, je vais vous présenter mon point de vue sur ce syndrome. Donc, nous avons une maladie qui donne lieu à une réaction au niveau du parenchyme avec une physiopathologie commune qui est une inflammation étendue. Et puis, nous devons gérer les conséquences de ce processus. Donc, poumons encombrés, œdème, problème d'échange gazeux. Et donc, nous pouvons appliquer notre traitement systématique, mais qui ne guérit rien du tout. Ça ne guérit pas la maladie de base. On achète du temps, en quelque sorte, pour laisser la cicatrisation se passer, pour que les antibiotiques agissent, pour que Dieu intervienne, tout ce que vous voulez. Mais notre traitement symptomatique, la ventilation mécanique, est simplement là pour nous acheter du temps, pour gagner du temps en causant le moins de dégâts possible. Voilà le point de départ. Ma génération avait la particularité de pouvoir grandir avec les soins intensifs. Quand j'ai commencé, il existait un seul livre sur les soins intensifs. Et quand moi j'avais 33 ans, il n'y avait pas quelque chose derrière nous. Il y avait simplement un groupe de jeunes gens autour de l'Europe qui se rencontraient assez souvent et qui parlaient de notre syndrome. Parce que la réanimation, les soins intensifs ont commencé comme des soins intensifs respiratoires à travers le SDRA. Et je pense que ceci vous donne simplement un schéma de ce qui s'est passé pendant la première décennie. On commençait avec un niveau de ventilation très élevé, comme vous le voyez. Et voilà les personnes concernées. Donc on commence avec un niveau très élevé, volume élevé, pression élevée. Personne ne s'occupait à ce moment-là du côté mécanique des choses. Ensuite, il y avait le soutien extracorporel qui nous a appris beaucoup de choses. Ensuite, on a compris qu'il fallait traiter le poumon plus doucement. Ensuite, on a tout codifié avec une stratégie de protection du poumon. Et finalement, on a adopté une ventilation plus douce avec une certaine proportion de ventilation spontanée. Mais vous voyez que tout cela parle simplement du traitement symptomatique du SDRA. C'était notre tentative à gagner du temps sans provoquer de dégâts, rien d'autre. C'est ça que nous essayons de faire quand on traite ce type de patient en soins intensifs. Et puis, on était un groupe en Europe, un groupe de jeunes gens à l'époque. Et vous voyez en haut, Antigas de l'Espagne, Peter Suter, qui vient de Genève. Et puis, il y a Edesternia, qui travaillait à Uppsala, en Suède. Maurice Lamy, qui travaillait en Belgique. François Lemaire, qui était le jeune lion qui représentait la France. Et puis, nos collègues de Copenhague, Scheidegger de Bâle. La plupart de ces gens-là avaient passé quelques années aux États-Unis. On avait donc à peu près le même âge, la même expérience. Et puis, vous voyez le professeur Sykes aussi. Vous pouvez vous demander peut-être qui était le professeur Sykes. Eh bien, tout ce que l'on connaît sur la circulation pulmonaire, l'hypertension pulmonaire, la distribution du débit sanguin vient de lui. Et puis, Aprile, qui travaillait sur la
physiologie à Rotterdam. Et Benza, vous parlez de fréquences élevées, de beaucoup de concepts qui sont nés à Innsbruck quand je travaillais avec lui. Et Benza travaillait avec Baum qui était ingénieur à l'époque. Et puis, il y a Boucandi. Boucandi, qui était Boucardi, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand vous utilisez une assistance ventilatoire, distribution du débit sanguin vers le diaphragme, tous ces concepts-là ont été proposés par ces gens-là. Et chacun d'eux a apporté une contribution. Et c'était une sorte de moment magique. C'est comme les équipes de foot remarquables. Vous n'avez pas une star extraordinaire, mais vous avez un ensemble de talents. Et on se rencontrait tous les 6 mois à différents endroits en Europe et on se communiquait nos résultats de recherche 2 ou 3 ans avant leur publication. Donc, il y avait une sorte de système d'amélioration continue de nos connaissances. Et je pense que la plupart des idées dans les soins intensifs viennent de l'Europe, de ce côté-ci, donc de l'Atlantique. Bon, en 1985, c'était ça la situation au début du SDRA. Et vous voyez, pneumothorax double, de tube. Quelqu'un avait proposé d'installer le tube avant la ventilation mécanique en tant que manœuvre de prévention. Le pneumothorax, c'était la chose que l'on connaissait le plus souvent. Et au bout de 3-4 ans, les patients explosaient en quelque sorte avec le pneumothorax. Et donc la première chose à apprendre, c'était d'installer un tube dans le thorax à l'époque. Mais on a oublié que l'ennemi, c'était le FiO2. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le rat, si vous ventilez le rat avec oxygène à 100%, le rat n'est pas très content. Et puis, on a oublié l'histoire de l'O2, mais il n'y avait pas tellement de raisons pour cela. Parce que dans la science, en fait, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, avec la science. Mais de toute façon, c'était ça la situation, c'était ça le début de notre étude sur le SDRA. Et puis le centre qui s'occupait de ça aux États-Unis était Boston. Et Boston était en lutte avec Miami parce que Warren Zeppel et autres à Boston disaient, bon, pour avoir l'SDRA, il faut qu'il y ait une hypertension pulmonaire. Et puis il y avait Downs, Civettas et autres à Miami qui disaient, mais non, on peut avoir un SDRA sans hypertension pulmonaire. Et Civetta a introduit le super PEEP. Rien n'est nouveau. Le super PEEP, c'était 25 ou 26 Tenaillon. En France, ça disait, bon, il faut augmenter le PEEP jusqu'à ce que le chante descende en dessous de 10%. Et il a publié des lettres dans le New England Journal. C'était ça la situation à l'époque. J'ai trouvé tout cela quand j'étais à Sydney et j'ai trouvé que Civetta traitait ses patients avec une sorte de fusil de chasse, en quelque sorte, et il montait jusqu'à 25 litres de volume. Et bien sûr, à ce moment-là, on a besoin de 25 de PEEP pour garder le poumon ouvert. Donc, nous faisions des choses qui étaient bonnes, mais on en faisait trop. Tout était à la puissance 2 à 3. 2 antibiotiques sont bien, donc on va donner 10 antibiotiques. Le cortisone, c'est bon. Bon, nous allons donner quelques kilos. La nutrition, c'est bien. Donnons 5000 calories. L'hypernutrition sera meilleure. Le volume, 1 litre. La pression, jusqu'à 100. Et voilà, c'était ce qu'on faisait à cette époque. Et puis, on a organisé la première étude randomisée sur le SDRA et dans un contexte de soins intensifs. Ceci a été fait dans 9 centres aux États-Unis parce qu'en 72, Hill
dans le New England Journal avait parlé d'un cas, un jeune homme qui avait eu un accident de la route, qui a été traité pendant quelques jours avec une circulation extracorporelle. Et ça, c'était la révolution. Grand impact sur les deux côtés de l'Atlantique. Et l'ECMO devenait donc une sorte de religion. Et maintenant, cela revient avec, bon, à peu près les mêmes preuves dont on disposait il y a quelques décennies. Et avec cette religion dans la tête, les gens ont commencé à utiliser l'ECMO et on a lancé donc une étude randomisée, 45 patients dans chaque bras. Les gens pensaient qu'il y aurait 50% de mortalité dans le groupe témoin. En fait, c'était 90%. Parce que, bon, quand on commence à mesurer les choses, on trouve des résultats inattendus. Ça ne correspond pas à la situation qu'on avait imaginée. Donc, 90% d'un côté et 90% de l'autre, les gens disaient c'est la fin de l'ECMO. Mais si vous lisez bien l'article, l'ECMO était utilisé d'un côté, la ventilation mécanique était pareille des deux côtés, mais le FiO2 et le remplacement sanguin à cause de l'hémorragie était de plus de 5 litres par jour. Donc une transfusion presque permanente. Donc la survie, c'était presque une histoire de chance. Je travaille avec le docteur Kolobov aux États-Unis à l'époque, et bon, l'ECMO n'existait plus. Mais Kolobov voulait utiliser un système avec une membrane à CO2. Il voulait utiliser ce système pour traiter les problèmes chroniques, le BPCO, avec une dialyse chaque semaine. Pourquoi? Eh bien, pourquoi pas? Ça, c'était l'idée. L'idée était revenue. Et bon, à cette époque-là, je ne parlais pas beaucoup l'anglais. Heureusement, la femme de Kolobov était française, donc je pouvais communiquer un petit peu. Et mon travail était de mesurer les performances de ce poumon artificiel. Mais j'avais d'autres expériences dans les soins intensifs. Et moi, je voulais voir comment les moutons réagissaient à l'extraction du CO2 à travers ces membranes. Et ce qu'on a constaté, c'était que la ventilation et la respiration spontanée ont diminué quand on enlevait le CO2. Si on enlève 100% du CO2, les moutons commencent à respirer. Nous donnons l'oxygène et on permet aux poumons de se reposer. Pourquoi? Parce que ça semble logique. Mais j'avais des doutes. Donc on a éliminé l'idée de dialyse. On a dit, bon, nous avons un très beau système qui permet de contrôler la respiration et pour éviter cette sorte d'explosion des patients, parce qu'on peut ventiler en suivant le niveau de CO2. On ne suit pas l'oxygène. L'oxygène est là en quantité suffisante. On doit simplement maintenir le niveau d'oxygène pour compenser l'oxygène qui est consommé. Ce n'est pas la peine de déplacer des litres d'oxygène. Tous les dégâts liés à la ventilation mécanique sont liés justement à l'élimination du CO2. Donc, au bout de 2-3 ans de travail et de beaucoup d'expérience, quand j'étais revenu à Milan, on a commencé avec le premier système extracorporel et le professeur Maros a créé un prototype et le patient a lu mon manuscrit. Moi, je n'ai pas vu de revieweur, je n'ai pas vu d'éditeur, mais mon manuscrit a été publié tout de suite dans The Lancet. C'était une sorte de club à l'époque, c'était un autre monde. Mais pourquoi est-ce que je parle de cela? Eh bien, je pense que c'était la première fois que l'on a précisé de manière explicite que ce système de poumons artificiels permettait aux poumons de se reposer. On a commencé donc à lancer ce concept de ventilation douce et on a vu que
cela concernait essentiellement les patients avec une compliance très faible. Les autres pouvaient être traités autrement. Compliance faible, ça veut dire poumon rigide, ça veut dire poumon qui est entouré d'acier en quelque sorte. Vous pouvez appliquer de la pression, mais le poumon ne bouge pas. Et ça, c'était l'idée à l'époque. Certaines personnes, malheureusement, croient toujours à cette idée-là. Mais grâce à ce groupe, par exemple, un de mes collègues a regardé ces scanners et il a dit, est-ce que je peux prendre des scans pour ce patient-là? Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en Suède. Est-ce que je peux le faire chez vous? Bon, le radiologue n'était pas très chaud parce qu'il disait, non, nous avons déjà trop de monde. Transporter l'appareil sur place, ce serait difficile. Et puis, pourquoi est-ce que vous voulez faire un scanner pour le SDRA? C'est une perte de temps, c'est une idée stupide. Donc, nous sommes allés simplement avec le technicien à l'insu du radiologue un vendredi soir. J'ai donné 50 000 lire au technicien à l'époque. Et puis, on était là, 2 médecins, 2 infirmières, le technicien. Et surprise, grande surprise, nous avons vu que ce qui semblait être homogène sur les radios, en fait, au scan, sont tout à fait différents, avec du blanc, avec du noir. Nous n'étions pas radiologues, bien sûr. On a commencé à discuter de tout cela avec les physiciens et on a commencé à faire une analyse quantitative sur le scanner. C'était très simple. Mais le radiologue a regardé les images et nous, on voulait analyser les images pour faire sortir des chiffres. Et bien sûr, à la base de tout ça, vous avez la densité, la masse divisée par le volume. Et le volume, c'est un volume de gaz. Donc, on pouvait adopter une approche quantitative à l'anatomie in vivo. Et vous voyez cette courbe rouge, c'est un poumon de la taille d'un bébé. Donc, on peut commencer à travailler et comparer cela avec les chiffres physiologiques que l'on constate dans l'ICU. Et on voit que on ne voyait pas de relation avec la compliance. On a travaillé 6 mois là-dessus. Et puis, l'un d'entre nous a dit, bon, regardons l'autre côté du problème. Parlons d'un verre moitié plein et pas moitié vide. Peut-être quand on mesure la compliance, on mesure la bonne partie du poumon et pas la mauvaise partie, parce que le gaz va dans la partie ouverte du poumon. C'est un problème de recrutement, en fait. Et donc, quand on compare, tout devient clair. On peut dire, bon, très bien, la compliance, ce n'est pas une histoire de raideur, c'est une histoire de taille. Et cela explique beaucoup de choses. Parce que si j'ai un bébé dans la salle d'op et si j'utilise une assistance respiratoire conçue pour un adulte, je vais casser le poumon. Je peux induire le SDRA avec la ventilation mécanique. Donc, ce n'est pas une question de résistance à la pression, c'est une histoire de taille. C'est un poumon qui n'a pas une capacité normale. Et donc, le modèle a été adopté avec une compliance normale. Et Fred Avassa, un jeune médecin, a travaillé avec moi. Et au bout de 3 ans, on mettait les patients couchés sur le ventre et on prenait des scanners. Et il me dit, bon, est-ce qu'on va prendre le CT scan, le scanner, sur le dos et sur le ventre? Et donc, on a fait ça et on a dit, tiens. Et à ce moment-là, tout notre château de cartes, tout notre concept du petit poumon était parti. On avait quelque chose qui changeait notre idée. Il fallait tester la nouvelle idée. Et en fait,
notre ancienne idée était fausse. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le déplacement de cette partie dense? Parce que mon petit poumon disparaît quand on change la position du patient. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est vrai, bien sûr, on peut guérir la maladie en renversant le patient. Mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que là, on a une sorte d'œdème très dense. Mais ceci nous a obligés à repenser notre modèle et à faire des analyses régionales. Et en fait, on a trouvé que c'est tout le poumon qui est rempli d'œdème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit des zones noires et des zones blanches? Eh bien, à cause d'un problème de physique, à cause du poids. Si vous avez une éponge, vous mettez l'éponge dans l'eau et vous regardez les zones dépendantes de l'éponge, l'espace disponible pour l'air va diminuer de taille à cause de la pression. Tout cela est comprimé par le poids de l'éponge au-dessus. Et cela a créé une sorte de modèle basé sur l'éponge qui nous y disait deux choses. Tout d'abord, pour garder ouvertes ces parties dépendantes, il faut utiliser une pression qui est au moins égale à la pression de compression. Il faut en plus la pression nécessaire pour soulever le thorax. Et puis deuxièmement, ceci explique ce qui se passe quand le patient est sur le ventre. Vous avez une partie plus importante dans la partie postérieure. Et dans cette position-là, vous avez plus d'homogénéité. Et puis, maintenant, nous venons au travail de Guérin. Pour le STRA sévère, vous avez ce poumon qui est comme une grande éponge lourde. À ce moment-là, il faut créer une précondition pour que ce concept puisse être valable. En fait, il s'agit d'une action physique pour contrecarrer les forces physiques qui sont présentes. Bon, je ne vais pas parler beaucoup de l'inflation. Je pense qu'une autre étape pendant cette période, on avait donc le concept de l'éponge. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, certains chercheurs ont commencé à regarder d'autres images. Il y a le côté mécanique, bien sûr, mais les éléments mécaniques créent de l'inflammation. Et il y a toute une histoire liée à l'inflammation et l'interaction entre les forces mécaniques et l'inflammation. Tout cela est tout à fait vrai. Et vous pouvez imaginer qu'il existe cette interaction entre la physique d'un côté et la biologie de l'autre. Et tout cela dépend de la sévérité de la maladie. Le problème qu'on a eu avec toutes nos études, 5000 patients, etc., en fait, on peut apprendre davantage quand on regarde de près 5 patients plutôt que de regarder 1 million de patients sans critères. On ne peut pas mettre ensemble des patients qui ont des niveaux de recrutement très différents, 5 et 45. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Quel résultat peut-on obtenir? Donc, cette étude Prune-Supine avait sans doute 80% de gens qui avaient un recrutement important. Et nous avons lancé une étude avec PIP où la situation était différente. Donc, le recrutement va vous dire en quelque sorte quel est le poids du poumon. Parce que si le collapsus est plus important, la recrutabilité doit être plus importante. Dans un poumon parfait, le recrutement est égal à 0 parce qu'il ne reste rien à recruter. Donc le recrutement et la sévérité vont ensemble. Donc, dans l'évolution du SDRA, nous avons ce concept d'un traitement doux, à la fois sur le plan mécanique et biologique. Et on avait un problème toujours avec les pressions d'ouverture et de fermeture. Et
Bon, si j'utilise une pression de 50, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du poumon? C'est ça la question. Donc, on a lancé le concept de la partition. Quelle est la proportion de cette pression qui s'exerce effectivement dans le poumon? Et en 1985, en France, il y avait l'article publié par Le Maire. Le Maire et ses collègues ont mesuré la pression dans l'œsophage. Peu de gens aujourd'hui font cela. Et je sais qu'avec les problèmes économiques que nous avons aujourd'hui, vous avez un médecin, 20 patients, vous n'avez plus le temps de faire toutes ces mesures. C'est impossible. Donc, les gens ont cherché un chiffre très simple, un protocole très simple. Et à ce moment-là, on peut se demander pourquoi avoir recours à un médecin, pourquoi ne pas utiliser un ordinateur. Je dis aux jeunes, il faut utiliser votre cerveau. Asseyez-vous, prenez le temps, réfléchissez. Festina lente. Cela veut dire se dépêcher lentement. Et pour moi, c'est la bonne approche, surtout en réanimation. Donc, nous avons cette évolution récente où l'on étudie le poumon, mais pendant une vingtaine d'années, on avait oublié l'interaction. Il y avait Jardin en France qui avait parlé de cette interaction entre le poumon et le cœur. Et cette interaction est fondamentale. Quand on étudie les échanges gazeux et l'interaction entre le poumon et le cœur, on commence à parler de la perfusion et de la ventilation. C'est ça l'échange gazeux. On ne peut pas s'intéresser uniquement au côté mécanique. Ce n'est pas de la physiologie. Bon, la technologie existe, l'ordinateur est venu, mais la physiologie reste inchangée, il faut le connaître. Et puis, tout cela n'est pas nouveau. Par exemple, ce qu'on a trouvé maintenant, c'est que si l'on double la taille du poumon au départ, il faut 12 cm de pression transpulmonaire. Si j'ai un petit poumon de 300, si je monte à 600, j'aurai besoin de 12 cm de pression transpulmonaire. Maintenant, pour un homme normal, avec 3 litres, pour passer à 6 litres, j'ai besoin également de 12 cm. Tout cela était écrit dans les manuels de physiologie, pas de façon tout à fait explicite, mais voilà le schéma qui montre exactement cela. Donc, on lance maintenant un nouvel ère où on franchit une nouvelle étape vers la création d'une ventilation mécanique qui sera moins dangereuse. Et je pense que je peux passer maintenant à la conclusion. La conclusion est qu'il faut comprendre à quel moment la ventilation mécanique devient dangereuse. Parce qu'il y a des limites. Quand on regarde l'homogénéité du poumon, et on peut se dire, quoi que je fasse, je peux augmenter le volume courant, diminuer la fréquence, etc. Mais si je ne peux pas maintenir la vie avec une ventilation douce, il faut faire autre chose. Donc il y a 3 signaux. Tout d'abord, l'homogénéité du poumon. Homogénéité, cela veut dire que si j'applique une force, chaque partie du poumon va en bénéficier. S'il y a un poumon non homogène, la distribution n'est pas homogène. Il y aura trop d'effets dans un côté, donc dégâts, lésions. Donc il faut une homogénéité. Et puis le PIP peut parfois augmenter l'homogénéité. Mais regardez ici, vous avez l'homogénéité qui est la couleur blanche. Ensuite, on ajoute l'inflammation. L'inflammation représentée par une autre couleur, et puis l'inflation. Et donc avec SDRA peu sévère, on a un système homogène avec peu d'inflation. Est-ce qu'il s'agit vraiment de SDRA?
C'est peut-être une pneumonie normale. On parle de SDRA dans des études, mais ça n'en est pas. Et puis le deuxième, SDRA modéré. Bon, tout dépend. Vous avez modéré légère, modéré sévère, et puis SDRA sévère. Jaune veut dire inflammation avec homogénéité. Rouge, c'est inflammation sans homogénéité. Et en gris, sans gaz. Qu'est-ce qu'on peut protéger dans cette situation-là? Et je pense que à la fin de ma carrière, je ne sais pas si je vais le voir, mais j'ai de l'espoir. J'espère pouvoir voir un patient qui est ventilé, et puis il faut mesurer. On peut mesurer le système dynamique, la mécanique du poumon. On pourra mesurer l'homogénéité avec un scanner, et à partir de là, on pourra dire, bon, la puissance, le support que je donne avec la ventilation mécanique est excessive pour ce poumon. On va utiliser un système d'échange membranaire. Nous avons 2 études qui sont en cours actuellement avec un poumon membranaire. Je pense que ces études connaîtront un échec à cause des raisons physiologiques. Mais on va peut-être remettre en selle l'assistance extracorporelle, mais de manière plus douce qu'il y a une trentaine d'années. Si je dois conclure, au bout d'une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine, si je dois vous donner un dernier message, je dirais qu'il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a le travail du médecin. Comment utiliser le ventilateur? Le médecin doit donner moins d'énergie, doit injecter moins de puissance. Et la puissance vient de la pression, du volume courant, du débit et de la fréquence. Si on peut diminuer un de ces 4 éléments, vous allez diminuer l'énergie qui est transférée au poumon. Et un excédent d'énergie crée des lésions. Et puis, deuxièmement, quoi qu'on fasse avec le ventilateur, il faut que le poumon soit en condition d'accepter le traitement. Et pour cela, il faut augmenter son homogénéité. Il y a 2 façons de faire cela. C'est d'utiliser la position du patient sur le ventre et puis, dans certains cas, une PEEP positive. Je vous remercie encore une fois de l'honneur que vous me faites de m'avoir invité à prendre la parole devant vous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Pour un